Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui viendront me suivre. Merci à tous ceux qui m'appellent pour me remercier de toutes les vidéos que je mets en ligne. Merci à tous ceux qui m'encouragent et merci surtout de bien vouloir faire confiance à Efficient Social Worker et donc à Rosanna. Je vais dans le cadre de cette vidéo répondre à une interrogation et je pense que ça va permettre d'éclaircir, d'apporter de l'information, encore une fois, à tous ceux qui en ont besoin, à tous ceux qui ont ce désir de comprendre comment se mettent en place les choses, comment est-ce que l'on peut faire appel à un professionnel pour pouvoir se faire aider dans le cadre de sa démarche de dépôt de demande de titre de séjour, de dépôt de demande de naturalisation ou toute autre démarche administrative. J'ai reçu récemment une dame qui m'a posé la question suivante. À quel moment vous intervenez ? J'étais étonnée de cette question. Parce que pour moi, cette question, elle avait en fait un double sens. Elle avait le sens de qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Comment est-ce que vous allez m'accompagner? Parce que j'ai vraiment besoin que vous soyez présente pour moi dans le cadre de cet accompagnement. Et en même temps, elle avait le sens de moi, en fait, là, je suis dépourvue de ressources. Mes ressources sont limitées. Mes revenus sont limités. Et je ne vois pas l'intérêt pour moi de me faire accompagner en payant alors que vous dites que vous êtes travailleur social. Pourquoi je vais vous payer alors que les assistantes sociales m'accompagnent gratuitement? Donc je veux revenir sur ce double sens que j'ai entendu et qui s'est avéré. Donc c'est-à-dire ce que j'ai entendu, c'est vraiment ce qu'il fallait entendre. D'abord, je vais commencer par le sens de pourquoi je vais vous payer alors que les assistantes sociales m'accompagnent gratuitement. Je l'ai dit, je le redis et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. Je suis effectivement travailleur social. Et je ne suis pas dépendante d'un service de l'État. Je ne suis pas dépendante d'un service privé associatif. Je suis chef d'entreprise parce que j'ai créé une micro-entreprise qui me permet, avec mon statut de travailleur social et mes compétences, de pouvoir accompagner toute personne qui a une problématique sociale, professionnelle, juridique ou autre, administrative, peu importe, liée au logement, liée aux droits des étrangers, liée aux droits communs. Parce que dans le cadre du travail social, on a cette possibilité, on a ce devoir de faire en sorte que toute personne qui n'a pas accès aux droits puisse y avoir accès et se maintenir dans l'information des droits auxquels il peut prétendre. Donc des droits auxquels il a droit, s'il faut parler clairement. Alors, je lui dis à cette personne, où est-ce que vous avez rencontré une assistante sociale? Elle me dit qu'elle a rencontré une assistante sociale au sein d'un hôpital. Et dans ce service où elle a été soignée, l'assistante sociale a aidé cette personne à mettre en place l'AME, l'aide médicale d'État. Je lui ai dit, l'assistante sociale, elle vous a reçu où? Elle me dit, l'assistante sociale m'a reçu dans le bureau à l'hôpital. Je lui ai dit, qui la paye à votre avis? Elle me dit, probablement l'État. Je lui ai dit, oui, c'est l'État. Parce que si cette assistante sociale se trouve dans un bureau, au sein d'un service
d'un hôpital, c'est qu'elle est fonctionnaire, probablement. À très forte chance d'être une fonctionnaire de la fonction publique hospitalière. Donc, son employeur, c'est l'État, c'est l'hôpital, parce que l'hôpital est public. Mais moi, je ne travaille pas pour l'État, je ne travaille pas pour l'hôpital. Je reçois toute personne qui est en demande et qui fait appel à moi dans mon bureau. Et mon bureau, il est à titre privé. Je l'occupe à titre privé. Parce que je vous l'ai dit, je suis indépendante. Donc, ne pensez pas que cette assistante sociale, elle travaille gratuitement. Si elle a un employeur, si elle est salariée quelque part, c'est pas du bénévolat. Ce qui revient à dire que à la fin du mois, elle a un salaire. Donc, quand elle vous reçoit dans son bureau et que vous ne payez rien, détrompez-vous. C'est l'État qui la paye. C'est son employeur qui la paye. Mais moi, quand je vous reçois dans mon bureau et que je vous demande de me payer ma prestation, très clairement, de me payer ma prestation de service, c'est parce que à la fin du mois, je n'ai pas l'employeur qui me paiera pour toutes ces réceptions, donc pour tous ces rendez-vous, ces accompagnements, ces consultations que je vous aurai délivrés. Alors soyons clairs. À quel moment j'interviens? Eh bien, j'interviens lorsque vous me contactez, lorsque vous m'appelez et que je réponds. Là, j'interviens. C'est ma première intervention. Et à ce niveau-là, cette intervention, elle est gratuite. Je ne la fais pas payer, alors que d'autres le feraient. Et je prends le temps qu'il faut pour vous écouter. Et je vous dis bien à cet instant que je ne vous recevrai pas tant que je n'aurai pas un minimum d'informations sur le pourquoi vous voulez me rencontrer. Parce qu'il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent « je veux un rendez-vous ». Oui, un rendez-vous pourquoi? Alors je comprends bien que ce n'est pas toujours évident d'expliquer au téléphone sa situation. Mais moi, il me faut un minimum d'infos pour savoir si oui ou non ça vaut la peine que je vous reçoive en rendez-vous, ou alors si je ne peux pas vous répondre par téléphone, parce que parfois, le renseignement, il va durer 2 minutes, et parfois le renseignement, il va durer 1 heure. Mais ce temps-là, je vous le consacre, et ce temps-là, il est gratuit. Ce n'est pas du bénévolat. C'est juste que moi, j'ai pris le parti, avec ma conscience professionnelle, de me dire que si je reçois une personne, à chaque fois qu'elle me dit qu'elle veut prendre un rendez-vous avec moi, et que ce rendez-vous ne dure que 2 minutes, et que je la déplace de loin, donc elle aura fait un trajet de minimum, hein, pour ceux qui ne sont pas très loin de moi, de minimum 20 minutes, une demi-heure, et tout au plus 2 à 3 heures, voire plus pour ceux qui sont hors Île-de-France et qui viennent me trouver. Et vous allez passer 2 minutes de votre temps avec moi alors que j'aurais pu répondre au téléphone. Soyons sérieux. Raison pour laquelle ce temps-là, il vous est dédié et il est gratuit. Mais je ne travaille pas bénévolement et encore moins pour la gloire. Donc, il est normal que je puisse me faire payer pour service rendu. Et ceci dans le cadre d'une prestation. Et je suis claire dès le départ, puisque dès le départ, j'annonce la couleur. Je suis transparente. Je dis toujours dès le départ que la consultation est de 60 €. Et en fonction de votre problème, je vais vous annoncer le tarif qui sera lié à votre problématique, quelle qu'elle soit. Donc, ça, c'est la première réponse à cette dame. Et puis, j'ai même rajouté que je suis mère de famille et que si je travaille bénévolement, qui va nourrir mes enfants?
Le double sens. Le deuxième sens, c'était de savoir comment j'interviens. Donc, je vous l'ai dit. Dans un premier temps, je commence par répondre à votre question, à votre demande de rendez-vous. Et je vous renseigne sur l'éventualité de vous faire ou de vous accompagner ou de vous recevoir ou de rédiger pour vous. Peu importe ce que je ferai pour vous, mais dans un premier temps, c'est cette première intervention. Ensuite, la deuxième intervention, c'est lorsque je vais vous recevoir. On va regarder ensemble, généralement, les documents que je vous ai demandé de réunir pour qu'on puisse établir un dossier solide qui va être, en fonction de votre problématique, la réponse à cette problématique. En tout cas, l'éventuelle réponse à cette problématique. Parce que après, tout ne dépend pas de moi. Là où le dossier va aller, là où le courrier va aller, là où je vais appeler pour pouvoir solutionner, en tout cas tenter de solutionner votre problématique, il y a des professionnels qui eux-mêmes vont répondre à vos attentes. Et eux ont le dernier mot. Ce n'est pas moi qui ai le dernier mot. Alors bien évidemment, parfois on va passer par un recours. Et le recours, c'est la possibilité d'apporter des éléments qui vont venir compléter ce qu'on aura déjà indiqué. Parce que ça n'aura pas suffi dans l'évaluation de votre dossier pour pouvoir apporter une réponse, celle que vous attendez, de la part des professionnels auprès de qui vous avez envoyé votre demande. Et encore une fois, ça ne dépend pas de moi. Je rappelle que je ne travaille pas à la préfecture, mais je travaille lorsque je le peux. Je dis bien lorsque je le peux, en partenariat avec les services de l'État et d'autres services privés. Lorsque les professionnels qui sont sur ces services de l'État ou ces services privés veulent bien mettre en place avec moi un travail de partenariat. Avec les préfectures, pour certaines préfectures, c'est possible parce que je vais trouver des professionnels qui sont enclins à le faire. Donc, je vais pouvoir vraiment travailler et faire quelque chose de concret, de palpable pour les personnes que j'accompagne. Et par rapport à d'autres préfectures, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un travail de longue haleine. Il faut les relancer, les relancer, les relancer sans arrêt parce que soit ils ne veulent pas répondre, soit ils ne veulent pas me donner l'information parce qu'ils font de la rétention d'informations. Moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je mets en place un mandat. Le mandat me donne à moi, professionnel, la possibilité à vous, clients, à vous, personnes accompagnées, de pouvoir obtenir des informations, et ça c'est votre droit. Obtenir des informations concernant vos données personnelles dans le cadre d'une demande auprès d'un service public ou auprès de tout autre service qui gère vos informations, c'est votre droit le plus absolu. Vous avez un droit de demande et eux, ils ont une obligation de réponse. Raison pour laquelle, parfois, je mets en place un mandat, parce que ce mandat va me permettre de pouvoir, en votre nom, demander les informations et faire en sorte que vous puissiez avoir des réponses. Alors, ça c'est une intervention. C'est l'intervention la plus concrète que je puisse faire pour vous et c'est l'intervention la plus importante que je puisse faire pour vous. Déposer un dossier pour vous, rédiger pour vous, demander des informations pour vous, demander des éclaircissements pour vous, contacter les personnes qu'il faut. Je dis bien les personnes qu'il faut, parce qu'il ne s'agit pas de contacter tout le monde et n'importe qui. Parfois, il faut aller chercher les personnes
les interlocuteurs qui vont, eux, pouvoir nous apporter les éléments de réponse que l'on attend. Donc, je vais vous donner des exemples concrets. Parce que finalement, la personne que j'ai reçue dans cette demande de « mais à quel moment vous intervenez ?» me permet aujourd'hui de faire cette vidéo. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça fait un moment que je voulais mettre en place une vidéo. Je cherchais le format. Je ne savais pas trop comment introduire ça. Et en fait, elle m'a permis ça. Donc, je veux vous parler d'une personne que j'ai accompagnée, qui est venue me trouver et qui m'a demandé de l'aider à constituer un dossier pour régulariser sa situation. Au moment où je le reçois, on va parler de maintenant plus de 2 ans que je connais cette personne. Il est sur l'Île-de-France et l'Île-et-Rose, donc préfecture de référence. Alors, on doit mettre en place un dossier pour faire une demande de régularisation au titre du travail. Il a les éléments qu'il faut pour ça, mais le problème, c'est que son employeur ne veut pas reconnaître qu'il travaille pour lui. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on la joue fine, qu'il fallait qu'on constitue un dossier, qu'il fallait qu'il puisse demander le CERFA. S'il obtenait le CERFA, on va pouvoir introduire le dossier, parce que c'est déjà un premier élément. Le CERFA qui permet à l'employeur de reconnaître qu'il a effectivement dans son effectif, parmi ses salariés, un étranger qui travaille en France. Et donc, ce CERFA, il a réussi à l'obtenir parce qu'à un moment donné, l'employeur était d'accord pour le donner. Ensuite, il s'est rétracté, l'employeur. Finalement, il ne voulait plus. Il lui a dit « je ne veux plus que tu l'utilises ». Mais il lui avait déjà donné, il lui avait déjà tamponné. Donc lui, il voulait l'utiliser. Et je lui avais demandé aussi de rajouter toute preuve qui justifie qu'effectivement, il a bien été ou il est bien en train de travailler avec cet employeur. Le souci, c'est que cet employeur, il était hors la loi. Pourquoi? Parce qu'il lui avait transmis une carte professionnelle qu'il avait lui-même réalisée, une carte professionnelle du BTP, je précise, et le nom qui figurait sur cette carte professionnelle ne correspondait pas au nom de cet étranger que j'accompagne. Donc déjà, je lui ai dit, il va falloir faire très attention parce que ça risque de poser problème. Donc, il faudrait peut-être temporiser pour ton dossier. Il a insisté, j'ai dit ok, c'est pas grave, on va essayer de trouver une façon de contourner. On a mis de côté cette carte professionnelle et on a fait en sorte de pouvoir faire un dépôt. Sauf qu'entre-temps, j'ai plus de nouvelles de lui. Et je ne savais pas s'il avait réellement déposé son dossier ou pas. Et au final, je me rends compte qu'il a bel et bien déposé son dossier parce qu'il est revenu vers moi en me disant « La préfecture m'a transmis un récépissé, j'ai déposé le dossier. » Ok, tant mieux, c'était une bonne nouvelle. Ce qu'il a omis, ou peut-être sciemment, il ne me l'a pas dit, c'est que l'employeur, en fait, lui avait transmis d'autres documents. Et il s'est avéré que la directe, parce que la directe, donc on va dire la direction départementale du travail et de la formation et de tout ce qui touche au marché du travail, aujourd'hui que l'on appelle la DRITS, parce qu'elle change de nom régulièrement, donc avait mené bien évidemment son enquête, parce que lorsqu'on parle du travail, il y a la directe qui est mise en jeu et il y a la préfecture. Et donc la directe a mené son enquête par rapport à cet employeur et il s'est avéré que l'employeur en fait était dans la fraude. Donc ça a porté préjudice au dossier de cette personne que j'accompagnais et du coup il a reçu une OQTF. Donc quand il me montre l'OQTF, je vois effectivement
que les éléments qui ont été apportés par rapport à ce dossier ne vont pas en sa faveur parce qu'on lui reproche que cet employeur était en défaut de paiement et puis il y avait d'autres critères qui ont fait que ça lui a porté préjudice. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsque vous déposez un dossier, mention salarié, titre de séjour, mention salarié, il faut quand même que, et c'est même pas quand même, il faut absolument que l'employeur soit à jour de ses cotisations. Il faut que l'employeur il soit irréprochable. Donc, il a eu cette OQTF. Je lui ai dit, fais-toi oublier. Que veux-tu que je te dise? Moi, j'avais plus la main sur ton dossier. Tu l'as déposé sans moi, tu as eu ton récépissé, tant mieux. Mais le récépissé, c'était dans l'attente du traitement et ça s'est soldé par une OQTF. Maintenant, fais-toi oublier et on reviendra vers une nouvelle demande lorsque tu auras des nouveaux éléments. Donc, c'est ce qu'il a fait. Puis, il est revenu vers moi en me disant, Rosanna, maintenant, je veux à nouveau déposer mon dossier, mais cette fois-ci, je veux le faire avec un enfant français. Parce que ma compagne va avoir un enfant, elle est française, donc cet enfant sera français. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Du coup, on n'est plus sur mention salarié, on est sur mention vie privée et familiale. Ascendant de français, il est père d'un enfant français. Ou en tout cas, à venir. Je lui ai parlé de la façon dont on allait mettre les choses en place et il m'a dit, j'aimerais bien pouvoir reconnaître cet enfant avant qu'il arrive. C'est possible. Il faut aller faire une reconnaissance de paternité anticipée à la mairie, hôtel de ville, du lieu ou plutôt du lieu qui est rattaché à l'hôpital par rapport à l'accouchement, ou alors où vous habitez. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a fait cette reconnaissance de paternité anticipée. Et il était un peu dans l'empressement. Je lui ai dit, il faut temporiser. Lorsque ce sera le moment, donc il faut attendre que la maman accouche. Et lorsqu'elle va accoucher, là, tu pourras introduire ton dossier. Donc, du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a attendu que la maman accouche. Il a introduit son dossier. Et le dossier, du coup, il ne l'a pas introduit à l'Île-et-Rose, il a introduit à Orléans. Je précise quand même que je parle de cette histoire parce qu'il m'a permis de le faire. Donc, je garde son anonymat, hein, comme d'habitude. Il va peut-être se reconnaître là-dedans, mais en tout cas, il m'a permis d'expliquer son histoire. Du coup, du côté de Orléans, le dossier est bloqué. Il y a eu un problème. On lui a dit, votre dossier, on ne peut pas le traiter parce que on se rend compte que vous avez déjà une demande au niveau de l'Île-de-France. Vous êtes hors Île-de-France, ici, et nous, on ne peut pas aller plus loin dans le traitement de votre demande. Donc, déjà, confirmez-nous qu'il s'agit bien de vous, parce que ça, faut pas l'oublier, hein. Lorsque vous avez un passif, c'est-à-dire lorsque vous avez un historique, vous avez déjà réalisé des demandes, soit des demandes d'asile, soit demandes de titre de séjour, vous avez eu des OQTF, vous avez déjà eu un titre de séjour, il a expiré. Tout ça, c'est consigné dans les archives de la préfecture, de l'administration. Donc, ils reviennent vers vous avec ces informations. C'est ce qui s'est passé dans son cas. Et on lui dit, vous avez déjà fait une demande. Et cette demande, elle bloque la demande que vous faites aujourd'hui. Nous, on ne peut pas aller plus loin. Et donc, il me contacte et il me dit, Rosanna, j'ai un problème. J'ai besoin que tu m'aides parce que je ne peux pas aller au-delà de ma demande aujourd'hui, étant donné qu'ils n'entendent pas que ce dossier-là, il est clôturé avec l'OQTF. Comment je fais? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Transmets-moi les coordonnées de la personne, du professionnel au niveau de la préfecture qui t'a envoyé ce courrier ou ce mail
et moi, je vais rédiger à mon niveau pour lui expliquer ta situation. Il m'a transmis le mail de la personne au niveau de la préfecture, du bureau du séjour, qui l'a contacté pour lui demander des explications par rapport à sa situation. Et moi, j'ai rédigé un mail pour expliquer que effectivement, monsieur avait fait l'objet d'une OQTF, que le dossier concernant l'OQTF n'existe plus en ce sens qu'il est clôturé, l'OQTF est révolu, et maintenant, lui va pouvoir faire une nouvelle demande. Sauf que là, il n'est plus dans le cadre de la situation où il fait une demande professionnelle, mais vie privée et familiale. Et donc, on explique par rapport à quoi? À son don de français. Et là, on est tombé sur un professionnel qui a compris l'objet de ma démarche par rapport à monsieur, sans pour autant passer par un mandat, parce que je me présente toujours en tant que professionnel. Et quel est l'objet de ma démarche? Pour qui je fais cette démarche? Et donc, ce que l'on souhaite obtenir du service. Et là, elle m'a répondu en me disant, ok, il n'y a pas de souci. Ce que l'on va faire, c'est que on va convoquer monsieur dans 3 jours et on va le recevoir au guichet. Et au guichet, on va traiter sa demande parce que le dossier, il est bloqué informatiquement, mais manuellement, on va pouvoir le traiter. Et effectivement, elle lui a envoyé la convocation le jour même. Il a reçu une convocation pour se présenter les 3 jours suivants. Elle m'a fait part, ou plutôt il m'a fait part, pardon, de cette convocation. Il me l'a transférée pour que je vois qu'effectivement, il avait bien reçu. Il s'est présenté au guichet et au guichet, elle a traité sa demande et elle lui a remis un récépissé en attendant le traitement de sa demande en tant que ascendant de français. Voilà en quoi peut servir mon intervention. C'est pas tout. Vous avez des interventions multiples. Dans ce cadre-là, c'est une professionnelle, un agent qui a bien voulu traiter notre demande par le biais d'un mail. Il m'est arrivé, et ça m'arrive parfois, lorsque ça fonctionne bien avec certaines préfectures, et c'est pour ça que c'est dommage, parce qu'il y a des préfectures avec lesquelles ça fonctionne hyper bien, et il y en a d'autres avec lesquelles c'est très compliqué. Et c'est pas parce que j'ai pas le statut d'avocate, parce que j'arrive à débloquer des situations parfois que même des avocats n'arrivent pas à débloquer. Et c'est pas une question de diplôme ou de statut d'avocat, statut de travailleur social, non, c'est pas ça. C'est juste la façon dont on va introduire la demande pour se mettre en relation avec les professionnels auprès de qui on cherche à solutionner vos problématiques et surtout les interlocuteurs. Qui sont-ils? À qui on fait appel pour ça? Souvent, lorsque les dossiers sont coincés, au niveau de la nef, on a un numéro de téléphone. Je vais contacter la nef. Je vais leur poser la question, qu'est-ce qui se passe avec ce dossier? Pourquoi je ne peux pas avancer avec ce dossier? Ils vont me donner les informations. Le dossier de madame est bloqué. Le dossier de madame ne passe pas. Pourquoi? Parce que, ça m'est déjà arrivé, madame a fait 3 fois la demande. C'est pas ici qu'elle doit faire la demande. Voilà pourquoi le dossier, à un moment donné, se bloque et elle n'a plus accès. Ce numéro de téléphone me permet d'avoir des agents en ligne, de leur dire quelle est ma fonction, de leur dire quel est mon objet, l'objet de mon appel, pourquoi je le fais et ce que je veux. Ça fonctionne bien. Lorsque j'envoie des messages sur démarche simplifiée, je reçois des retours de la part des professionnels qui gèrent les demandes. Ça fonctionne bien aussi. Sur les bureaux de séjour des différentes préfectures
Île-de-France ou hors Île-de-France, ça dépend encore sur qui on va tomber. Il y a des agents qui jouent le jeu de répondre et il y en a d'autres qui ne le font pas. Et c'est ça qui est compliqué lorsqu'ils ne le font pas. Parce qu'il faut les relancer, 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 relancer sans cesse. Et là, j'aimerais vraiment que les gens entendent ceci. Que lorsque je vous demande de me payer, il paraît logique que vous me payiez au moment où je dépose votre dossier, j'instruis votre dossier. Parce que si moi aussi je devais attendre, comme vous, que vous ayez une réponse, que vous ayez votre titre de séjour ou que vous ayez un refus, parce que ce n'est pas moi qui prends la décision. Mais dites-vous que pour certains, je me ferai payer 2 ans plus tard, parce qu'il y a des dossiers qui durent 2 ans, et ce n'est pas de mon fait, c'est du fait de la préfecture. Donc, pendant ce temps-là, moi, je fais comment pour payer mes charges, mes cotisations? Soyons logiques. Et j'en profite pour dire également que parfois, les mauvais payeurs tuent celui que l'on appelle Monsieur Crédit. Souvent, les entreprises, elles aiment parler de Monsieur Crédit. Elles disent parfois Monsieur Crédit est mort. Nous ne le regrettons pas. Je vous avoue que ces derniers temps, je réfléchis à me dire, est-ce que ça vaut la peine que je continue ce moyen de paiement échelonné? D'autres qui disent par tranche. Parce que lorsque on essaie de faciliter les personnes qui sont en difficulté, il y a toujours des personnes qui cassent, qui gâtent le coin, qui cassent cette logique où on vous facilite. Et soit qui payent un premier paiement et qui ne payent plus, ou alors se font oublier, mais celui qui doit n'oublie pas. Hein. C'est celui à qui on doit qui oublie. Et c'est triste parce que moi, je tiens mes comptes à jour quand même un minimum. Un minimum. Et là, je me dis, je fais quoi? J'arrête ce paiement échelonné pour récupérer mes paiements comptants et moi avoir ma tranquillité d'esprit par rapport à mon côté financier. Mais en même temps, je mets en difficulté tous ceux qui en ont besoin. C'est pas moi qui mets en difficulté ceux qui en ont besoin. C'est les mauvais payeurs. C'est vous-même qui mettez en difficulté tous ceux qui en ont besoin comme vous. Parce que quand vous avez votre dossier qui est entré, pensez à ceux qui n'ont pas encore le dossier qui est entré. Et ceux qui se battent pour aller chercher le montant qu'il faut pour faire entrer le dossier. Ne gâtez pas le coin des autres. Pensez aux autres. Faites preuve d'un peu de soutien psychologique. Faites preuve un peu de compatie par rapport à ceux qui en ont besoin. Parce que moi, le jour où je décide d'arrêter ces paiements échelonnés, en réalité, c'est vous qui perdez, c'est pas moi. Et c'est dommage. Mais pour l'instant, je reste dans ma logique de me dire, il y a ceux qui en ont besoin. Donc, je continue le fractionnement. Alors, je reviens sur les interlocuteurs. Je suis parfois en contact avec les chefs de service des bureaux de séjour. Quand ça se passe bien, c'est merveilleux. Je vais envoyer des personnes en préfecture déposer leur dossier parce qu'en fonction de certaines préfectures, ça fonctionne par convocation et parfois ça fonctionne au préalable par une démarche en ligne, puis ensuite une convocation. Chaque préfecture a son mode de fonctionnement. C'est parfois compliqué, mais on n'a pas le choix. On est tributaire du service public, c'est comme ça. Donc c'est en réponse aussi, hein, et toujours à ce que me disait cette personne que j'avais reçue, cette maman que j'avais reçue, qui me demandait en quoi cette intervention, elle était pertinente pour elle, ou plutôt comment j'interviens quand j'interviens. Donc, quand j'interviens, comment j'interviens? En quoi c'est pertinent? J'ai envoyé un monsieur qui est venu me solliciter, avec qui on a rempli un dossier, son dossier de renouvellement de titre de séjour. Sa situation à lui, c'est
marié, divorcé avec une Française, divorcé avant les 4 années légales pour maintenir son droit au séjour sur le territoire. Il travaille, il a un logement, donc sa situation, elle est nickel. Ça, faut le savoir aussi, hein. Votre situation, si vous n'êtes plus marié, si vous n'êtes plus pacsé, et ce, avant la date des 4 années qu'on vous demande sur lesquelles vous êtes censé vous maintenir, puis logiquement, si vous vous mariez, si vous vous pacsez, vous êtes censé aller beaucoup plus loin que ça, sauf si vraiment il y a des problèmes dans le couple, eh bien, ce qui serait pas mal, c'est de stabiliser votre situation, avoir un emploi stable, CDI de préférence, avoir un logement et pas être hébergé pour qu'on puisse constater que vous êtes dans les clous au niveau de l'insertion sociale et professionnelle. C'est ça aussi l'intégration. Et c'est ça d'abord. Et puis, donc pour en revenir à ce monsieur, à ce moment-là, il a un titre de séjour qui est expiré. Il faut renouveler sa demande. Il a aussi un récépissé, mais on est dans le cadre d'un changement de situation. Mais il faut savoir que ce monsieur, il est marocain et il a le droit aussi, selon les accords franco-marocains, parce qu'il y a des accords selon certains pays, passés avec la France, par rapport à cette régularisation sur le territoire, les flux migratoires. Il a cette possibilité d'avoir un titre, une carte de résident de 10 ans. Donc, on fait la demande de carte de résident de 10 ans. Et arrivé en préfecture, la personne qui le reçoit ne veut pas recevoir son dossier. Ça, c'est grave. Parce que tout dossier doit être réceptionné. Tout dossier doit être étudié avant une réponse. On peut vous dire, on ne reçoit pas votre dossier parce qu'il manque des éléments. Revenez avec les éléments complémentaires. Mais on ne peut pas vous dire, je ne reçois pas votre dossier. Ça, c'est impossible. Donc, vous devez introduire votre dossier en préfecture. On doit vous le récupérer pour un traitement, pour une réponse. Et là, lui, il était avec sa nouvelle compagne. La nouvelle compagne avec qui il a eu un enfant. Donc, dans son changement de statut, on prend aussi le fait qu'il a eu un enfant sur le territoire. Et ça change aussi la donne, hein, au niveau des attaches familiales sur le territoire. Et ça, souvent, ce sont des éléments de motif de refus de la préfecture qui vous disent que vous n'avez pas d'attache familiale sur le territoire, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous avez de la famille restée au pays. Donc, en gros, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de problème à vous renvoyer vers votre pays d'origine. Ils ne sont pas à l'encontre de la loi ou n'atteignent pas votre dignité humaine. Ce ne sont pas des conditions humanitaires qui sont bafouées parce que, en gros, vous n'avez pas d'attache ici, quoi. Sauf que lui, il a un enfant maintenant. Donc on est quand même dans le cadre de la vie privée et familiale s'il le voulait, sauf que cet enfant, il n'est pas français. Il n'est pas non plus scolarisé, c'est un bébé. Donc, pour l'instant, la seule chose qu'il puisse faire, c'est continuer sur une demande mention salarié par rapport à ce changement de situation, parce qu'il était déjà dans le cadre de vie privée familiale au titre du mariage avec un Français. Là, il bascule au titre de salarié. Du coup, quand il bascule au titre de salarié, mais en demandant cette carte de résident de 10 ans, donc je vous dis, la personne à l'accueil ne veut pas, au guichet du moins, ne veut pas récupérer son dossier. Sa compagne m'envoie un message parce que je reste disponible, je l'ai toujours dit, si je ne peux pas vous accompagner. Et quand je vous accompagne, c'est vraiment parce que je trouve que le dossier est délicat. Là, je lui avais dit, je ne vous accompagnerai pas. Déjà, j'avais un rendez-vous sur le même moment, mais c'est pas tant parce que j'avais un rendez-vous que je ne serais pas partie, mais c'est parce que vraiment, il n'y avait pas nécessité à ce que je sois présente sur place. Mais je reste disponible.
Du coup, sa compagne m'envoie un message, elle m'explique la situation, je dis ok, j'appelle la chef de service. Et je lui dis, voilà, j'ai tel monsieur actuellement dans vos services, votre collègue, collaboratrice, agent, au guichet, ne veut pas réceptionner son dossier. Elle me demande de lui donner le nom de ce monsieur, elle vérifie sur la liste, il n'y est pas. Je lui dis si, il doit passer aujourd'hui, il a été convoqué. Je lui donne son nom, son numéro étranger. Et là, elle me dit, je raccroche, je m'en vais au guichet, dites-moi quel guichet, je lui dis ça doit être C ou D. Elle va voir d'elle-même, donc elle a quitté son bureau, la chef de service du bureau de séjour. Elle a quitté son bureau, elle est partie trouver au guichet CD, ce monsieur qui était là-bas sur place. Elle a vu avec sa collaboratrice au guichet, ils lui ont donné un récépissé avec une autorisation de travail et ils lui ont dit qu'ils allaient traiter son dossier. Sa compagne me dit ce qui s'est passé, toujours par texto. Et la chef de service me rappelle, Madame Koufia, ok, j'ai traité le dossier avec la collègue en direct, nous lui avons transmis un récépissé avec autorisation de travail, mais il est normal que l'on traite son dossier, parce que là, il fait l'objet d'un changement de situation, étant donné qu'il était marié avec une Française, il a divorcé, et là, c'est normal que nous regardions de plus près sa situation. J'ai dit, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Ce qui n'était pas normal, c'est que votre collègue ne veuille pas récupérer son dossier. Elle me dit, oui, vous avez raison. C'est pas logique. Donc, on a bien récupéré le dossier. On lui a transmis le récépissé. On va traiter sa demande. Il s'est avéré que la carte de 10 ans, on ne lui donne pas. On ne lui donne pas, pourquoi? Parce que, au niveau de son changement de situation, on a considéré qu'il fallait d'abord, ou du moins ils ont considéré qu'il fallait d'abord qu'il change son statut par le biais de mention salariée et qu'une fois obtenu son titre de séjour mention salariée, maintenant, ils allaient réexaminer son dossier pour une nouvelle demande de carte de résident. Donc, là, de nouveau, il a introduit son dossier pour mention salariée, obtention du titre de séjour, et non plus carte de résident. Mais ça, c'est vraiment parce que la situation d'ex-marié s'est produite avant les 4 années. Et c'était ça, cette subtilité qui a joué en fait. Parce que logiquement, il avait droit à cette carte de résident. Mais je lui avais dit, voilà, il y a toujours l'appréciation qui ne dépend pas de moi. Mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas droit. Il y a droit. Il faut juste qu'il patiente, il temporise. Voilà le cadre de mon intervention. Ça peut être ça aussi. De la même façon, avec cette même chef de service, on a pu solutionner encore une autre situation, celle d'un monsieur qui a un récépissé depuis des années maintenant pour une première demande qui n'a toujours pas abouti à un titre de séjour et probablement son dossier, on l'avait mis de côté parce que il n'avait pas de nouvelles. Donc on a relancé son dossier, la machine s'est relancée et aujourd'hui il a un récépissé, il est en attente. Voilà comment j'interviens. Et je peux intervenir comme ça pour plusieurs problématiques. Ça peut être le logement, ça peut être la santé, ça peut être des courriers administratifs, ça peut être au niveau des entreprises, du recouvrement, ça peut être plusieurs choses. Ça dépend de vos problématiques. Mais voilà comment j'interviens. Donc, posez-moi la question, Rosanna, que peux-tu faire pour cette problématique? Que peux-tu faire pour mon problème? Si je peux intervenir, j'interviendrai. Si je ne peux pas intervenir, je vous orienterai vers quelqu'un qui va vous aider. Comment j'interviens aussi sur une note un peu plus grave auprès de ces personnes qui font l'objet de violences conjugales. J'ai parfois des femmes qui me contactent et qui me disent, voilà Rosanna, je fais l'objet de violences conjugales. Elles m'expliquent
comment ça se passe chez elle et comment ça peut être compliqué. J'ai déjà, par le biais de mes interventions par rapport à ces difficultés que peuvent rencontrer certaines femmes, réussi à faire en sorte qu'elles soient écartées du danger. Une femme m'avait contacté un jour parce que ma sœur avait diffusé sur un forum mes coordonnées. Elle m'a contacté, elle m'a expliqué sa situation et c'était très délicat parce que son mari subtilisait ses documents et il lui faisait du chantage à l'enfant en lui disant que voilà, si elle se barrait, elle partait, elle n'allait plus jamais revoir son gamin, sa gamine. Du coup, elle avait peur pour sa vie, mais elle avait aussi peur pour la vie de sa gamine. Et ce qu'il a décidé à me contacter, c'est parce qu'en fait, il avait, il avait, il avait bousculé, il avait levé la main sur elle et dans la foulée, la gamine avait pris des coups, était tombée des escaliers. Du coup, ça lui avait fait un choc et elle s'est dit, elle peut pas laisser sa gamine dans une situation familiale où elle risque pour sa vie. Du coup, ça lui avait donné la force de me contacter. Et quand elle m'a contacté, j'ai pu l'aider à lui donner la marche à suivre pour partir de chez elle et faire en sorte qu'elle puisse se retrouver dans un environnement protégé. Elle a suivi à la lettre ce que je lui ai dit de faire. Et ensuite, elle est arrivée au commissariat. Ils ont pris en charge très rapidement sa situation. Ils ont contacté les services qui lui ont permis de se mettre à l'abri. Et ces mêmes services m'ont contacté. C'était pas en Île-de-France. Comme on a travaillé par téléphone et c'était en dehors de l'Île-de-France, ils m'ont contacté parce qu'ils n'ont pas compris en fait. Ils n'ont pas compris qu'une personne qui se situe en Île-de-France puisse avoir aidé d'aussi loin et par téléphone cette personne à se mettre à l'abri. Donc j'étais en contact avec mes pairs, des travailleurs sociaux comme moi, mais hors Île-de-France, avec lesquels on a pu mettre à l'abri cette personne qui avait fait l'objet de violences conjugales. Voilà aussi comment j'interviens. Et donc là, par rapport aux vidéos que je mets en place, il y a parfois des personnes qui me contactent et qui m'expliquent qu'elles sont victimes de violences. S'il vous plaît, lorsque vous êtes victime de violences, je sais que c'est pas facile à vivre et c'est très facile à dire ce que je vais dire, mais c'est ce qui va vous permettre de vous sauver. Allez faire constater vos coups, vos blessures par un médecin. Il faut qu'un médecin constate que vous avez fait l'objet de violences. Et une fois que vous avez fait constater ça, allez au commissariat porter plainte. C'est ce qui va vous sauver. Parce que on va mettre à l'écart cette personne qui vous fait subir ces violences. Prenez le courage de le faire. C'est pas vous qui êtes en tort. N'ayez pas honte. C'est celui qui vous rend la vie dure, qui doit être, selon la façon dont il vous malmène, mis à l'écart. C'est lui. C'est pas à vous à avoir honte, c'est à lui à avoir honte. Ça, c'est aussi une des interventions qui, pour moi, sont les interventions les plus difficiles à accompagner lorsque ça se passe par téléphone, mais difficile aussi parce que on parle de violence et c'est pas toujours évident d'évaluer des situations comme ça
et de les accompagner. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage à toutes celles qui sont dans cette situation et je vous souhaite surtout beaucoup de courage pour pouvoir en sortir. D'accord? Je voulais parler, pour finir, de ceux qui sont bourreaux. Parce que vous êtes dans cette logique et qui viennent me voir pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Je suis personne pour juger. Mais je vous accompagne pas parce que c'est votre argent qui m'attire chez vous, mais parce que vous êtes aussi dans une logique, selon les circonstances, de vulnérabilité parce que vous êtes en situation irrégulière sur le territoire. Sachez que l'un des critères pour obtenir un titre de séjour sur le territoire français, c'est de ne pas représenter une menace pour l'autorité publique, mais lorsque vous représentez une menace pour un tiers, vous pouvez aussi faire l'objet d'un refus de titre de séjour. Si ne serait-ce que ça peut vous motiver à ne pas être violent. Réfléchissez-y. Mais dans la logique des choses, une personne qui a été violente, on cherche à comprendre le pourquoi. Et par rapport au contexte, parfois, j'entends que c'est compliqué pour certaines personnes parce qu'elles se retrouvent face à d'autres qui les mettent en situation de les pousser à bout. Mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas excusable. Néanmoins, je vous accompagne quand même. Parce que je ne juge pas, je ne suis pas dans le jugement. Et ça me fait rebondir sur une personne qui m'avait contacté et qui m'avait dit « Merci pour les vidéos que vous faites. Est-ce que vous ne pouvez pas sensibiliser les personnes pour celles qui se font abuser, quand il y a abus de confiance, qui se font, truander, parce qu'il y a des personnes qui viennent vers elles pour obtenir uniquement une régularisation et qui ont dans l'idée de créer une vie de famille avec d'autres personnes, qui ont dans l'idée de les laisser une fois l'obtention des documents. Elle me disait, vous ne pouvez pas sensibiliser dans le cadre de vos vidéos à cela. Et je lui ai répondu que ce n'est pas mon objet. Mon objet à moi, c'est de vous accompagner, de vous informer sur ce qui est possible, sur ce qui ne l'est pas, sur le comment on peut le faire. Mais vous sensibiliser à dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, je ne peux pas le faire. Je ne suis personne pour juger et je ne suis personne pour donner des conseils au titre de c'est mauvais ce que tu fais, de venir chercher la personne pour ta régularisation et de partir ensuite. Je connais beaucoup de personnes qui ont été dans ce cas-là. Et ça, c'est pas mon objet de sensibiliser sur ça. Mais je le dis là, dans le cadre de cette vidéo. C'est pas mon objet. Mais voilà, d'autres auront entendu. Je pense qu'on a fait le tour de cette logique d'intervention. Donc, j'espère que cette vidéo aura servi au plus grand nombre, encore une fois. Et n'hésitez pas, comme vous le faites, à me poser vos questions. J'essaye au maximum de vous répondre. Je pense que là, les exemples étaient intéressants. Il peut y avoir des exemples sur d'autres situations. Et je pense notamment à une situation, et je pense que je vais finir par celle-là, une situation où on m'a sollicité pour savoir s'il était possible de créer une entreprise
pour pouvoir régulariser sa situation, faites très attention. Oui, effectivement, ça peut être intéressant de créer une entreprise pour régulariser sa situation avec un titre de séjour talent. Mais faites très attention. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée une entreprise, on a à cœur de vouloir faire du chiffre d'affaires. Et plus on fait du chiffre d'affaires, plus ça veut dire que l'entreprise est viable. Mais lorsque vous créez une entreprise pour avoir un titre de séjour, vous êtes soumis à 2 épées de Damoclès. Les 2 épées de Damoclès, ça veut dire que vous avez le couteau sous la gorge. Le couteau sous la gorge qui vous dit, en l'occurrence, épée de Damoclès, c'est au-dessus de la tête, mais le couteau sous la gorge qui vous dit, tu dois faire du chiffre d'affaires, parce que si tu ne fais pas du chiffre d'affaires, tu ne vis pas, surtout si c'est ta seule activité. Et tu dois faire du chiffre d'affaires parce que la préfecture va évaluer ton chiffre d'affaires à la fin de l'exercice. L'exercice, c'est l'année complète sur laquelle tu travailles, tu mènes ton activité. Et à la fin de cette année d'activité, donc la fin de l'exercice, ils vont regarder le montant du chiffre d'affaires annuel que tu as perçu. Et s'il ne correspond pas au plafond que eux, ils attendent, même si tu as fait du chiffre d'affaires, ton titre ne sera pas renouvelé. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Voilà. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. À bientôt.